Alors, bonsoir à tous, merci de nous suivre en direct. Nous sommes avec vous pendant 30 minutes pour parler de la libération de la plaine de Ninive. Et pour l'instant, je suis avec Tanguy Roblin. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous regardent? Donc, bonsoir à tous, merci de suivre ce direct. Donc, je suis Tanguy Roblin, le responsable adjoint de la mission Irak de SOS Chrétiens d'Orient. J'agis donc depuis 2 ans aux côtés des communautés chrétiennes déplacées au Kurdistan irakien, en alternance avec François-Xavier Giquel, qui vous a fait un point très sérieux sur la situation déjà le 17 octobre, lors du lancement des opérations. Alors justement, est-ce que tu peux nous dire brièvement comment la situation a évolué depuis le début de l'offensive dimanche dernier? Alors, donc le 17 octobre à 6h30, les forces irakiennes, kurdes et de la coalition ont lancé une offensive sur la plaine de Ninive, qui est donc le berceau de vie des chrétiens d'Orient irakiens. L'objectif final est la libération de la ville de Mossoul et dans le même temps donc de l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, on a la certitude qu'un village est libéré, donc le village chrétien de Bartella. Donc un des prêtres syriaques orthodoxes d'une des églises s'est rendu sur place et a pu faire sonner la cloche à nouveau du village. Nous sommes dans l'incertitude concernant d'autres villages, notamment la grande ville majeure chrétienne irakienne qui est la ville de Karakosh, donc qui est comptée une population de 50 à 60 000 habitants, qui est aujourd'hui en proie à de violents combats, d'après ce que l'on sait par nos contacts sur place. Également, les villages chrétiens de Bachira et de Karimnes sont encore en proie au combat. Des informations que j'ai pu avoir ce soir, le village de Bachira était assiégé par les forces kurdes et irakiennes, sachant que les forces kurdes sont aujourd'hui en soutien des forces irakiennes qui mènent l'assaut. Merci beaucoup. Tu reviens aussi de 2 jours sur la ligne de front. Qu'est-ce que tu as vu en gros? Qu'est-ce qui a pu te marquer là-bas? Donc je me suis rendu effectivement là, pendant 2 jours sur différents points de la ligne de front. L'objectif était de voir la situation des villages pour préparer la réponse et le retour des populations, la réponse de SOS Chrétiens d'Orient et le retour des populations dans leur foyer. Je me suis d'abord rendu donc, au nord sur un axe routier qui va du village chrétien de Teleskov en passant par Bakoufa, Tel Kiev jusqu'à Mossoul. Donc aujourd'hui la ligne de front s'arrête après Bakoufa sur un village chrétien qui est en cours d'assaut qui s'appelle Bet Naya. Donc j'ai pu assister à l'offensive des forces irakiennes sur ce village. Ce que j'ai vu notamment à Teleskov, qui est un village chrétien qui est libre depuis un certain temps déjà, ce sont des bâtiments détruits pour une partie, mais pas autant qu'on l'aurait pensé. La première vision qu'on a en rentrant dans ce village, c'est un bâtiment qui a explosé, suite à un attentat kamikaze. Une personne s'est faite sauter dedans pour pouvoir justement frapper les forces kurdes qui tenaient le village. On voit également beaucoup de fenêtres cassées, de routes défoncées, détruites, endommagées, coupées par des tirs d'obus, des explosions de véhicules, des véhicules suicides qui se sont fait sauter dedans, et beaucoup de fenêtres, beaucoup de portes, des mines un peu partout, puisque l'État islamique a posé des mines dans tous les endroits. Vous pouvez soulever un jouet, vous avez une mine en dessous, vous pouvez ouvrir une porte, ouvrir un réfrigérateur, ou prendre un nounours. Voilà, n'importe quel geste du quotidien peut devenir une menace pour votre vie. Ensuite, donc, nous sommes rentrés dans le village de Bakoufa. Le village de Bakoufa est aussi un village chrétien qui était libéré depuis un certain temps, mais utilisé comme base d'opération par les forces kurdes dans le cadre de la lutte contre Daesh. Ce qu'on voit, c'est un village fantôme, donc un village qui est marqué par les stigmates de la guerre, des impacts de balles un peu partout, des stigmates d'explosion. J'ai pu, en rencontrant les forces militaires, voir les différents types d'obus que Daesh leur a tiré dessus, autant artisanaux que des obus de grandes manufactures. J'ai pu rentrer dans l'église où la cour principale sert de cimetière, où en fait on a un cimetière à l'abandon, où les gens ont tout laissé. On voit même un cercueil cassé sur le sol qui a été lâché pour s'enfuir. Comment décrire cela? Vous allez avoir des hautes herbes partout, enfin comme si vous laissiez votre jardin à l'abandon pendant 2 ans. Ensuite, coup de chance sur Bakoufa, les djihadistes n'ont pas eu le temps de saccager l'église, donc on a eu très peu, on a juste des armoires de l'église qui ont été ouvertes et des affaires jetées par terre. Concernant le crucifix et l'autel, tous étaient dressés, mais je pense que c'est parce que le prêtre était déjà passé avant.
Ensuite, nous sommes arrivés sur Bet Naya. Sur Bet Naya, donc là, on était directement avec le général commandant la zone qui a pu nous expliquer le dispositif et l'hostilité à laquelle il faisait face. Donc là, ce qu'on a pu voir, c'est déjà ce que j'ai pu vivre, c'est des attaques à la voiture piégée contre les forces kurdes et les forces irakiennes, des frappes de la coalition qui étaient faites en plein milieu de la ville, des raids de tir à la mitrailleuse lourde, d'hélicoptères qui passaient au-dessus de la ville, des forces irakiennes et kurdes. Donc on s'attend à beaucoup de destruction sur ce village-là. L'après-midi, je me suis rendu en fait à proximité du village chrétien de Karimles, donc qui est aujourd'hui encore en proie à des combats. Les combats ont surtout lieu à la périphérie actuellement du village, mais les forces irakiennes ne sont pas encore rentrées dans les villages. Écoute, merci beaucoup pour ton témoignage. Alors, n'hésitez pas à continuer à nous poser vos questions. Une première question qui est arrivée qui nous demande si ces villages, chrétiens ou non, de la plaine de Ninive, sont-ils vraiment minés ? Oui, tout à fait. Effectivement, ces villages sont bien minés. Vous avez même les grands terrains devant qui sont des zones en friche, enfin des zones d'agriculture, pardon, qui sont minés. Quand je me suis rendu hier du côté de Bat Naya notamment, on était obligé de suivre un itinéraire strictement balisé, ne surtout pas sortir de cet itinéraire, puisque l'ensemble de la plaine était miné. En passant justement au niveau d'un trou, ne sachant pas trop ce que c'était au début, notre chauffeur qui m'expliquait que c'était un véhicule de l'unité qui avait explosé la veille sur une mine parce qu'il avait fait demi-tour sur cette route-là. On voyait encore les restes de la voiture éparpillés un peu partout. Et à l'intérieur même des villages également, c'est ceci. Notamment, il y a eu un témoignage cet après-midi d'un chrétien qui combat actuellement dans la ville de Karakosh, qui expliquait que 3 membres d'une des milices chrétiennes, donc le NPU, avaient été grièvement blessés par des mines, notamment un, la jambe arrachée. Et est-ce que quels sont qu'est-ce que va faire SOS par exemple dans les prochains mois pour Donc SOS se prépare depuis un certain temps à cette question-là, notamment à travers notre travail de tous les jours et les relations que nous avons pu nouer avec les communautés sur place. Nous avons un plan d'action qui est prêt et qui s'affine avec le temps en fonction de justement tout ce que nous pouvons voir en nous rendant sur la ligne de front pour constater les dégâts. Donc tout d'abord, nous avons noué des contacts pour préparer le déminage des villages. Donc c'est des procédures qui vont prendre beaucoup de temps. On estime que ça va durer 4 à 6 mois en fonction de l'investissement que les gens pourront mettre dedans. Dans un deuxième temps, il faudra travailler sur la reconstruction pour permettre en fait aux gens d'avoir un habitat décent, donc en reconstruisant pièce après pièce, lieu de vie après lieu de vie, les centres communautaires et les édifices religieux, les écoles, les hôpitaux, rénover, nettoyer et reconstruire. Enfin, dans un troisième temps, il y aura toute l'action de réinstallation des populations, donc aider les populations qui sont actuellement au Kurdistan, plus à l'est et au nord, à revenir dans leur foyer. Alors, il y a des gens qui demandent, est-ce que tu as pu voir les destructions dans Karakosh ? Alors, non, je n'ai pas pu voir les destructions dans Karakosh parce que le secteur est vraiment très bien cloisonné par les forces kurdes et irakiennes. J'ai pu en fait juste voir à distance, de très loin, les frappes qui avaient lieu sur la ville. Toutes les seules destructions que j'ai pu voir étaient sur des journaux ou des images qui m'étaient envoyées par des personnes que nous connaissons qui sont sur place. Une autre question qui vient de Marie Endo et qui demande est-ce qu'il y a des chrétiens qui commencent à rentrer dans leur village ? Alors, non, parce qu'en fait, aujourd'hui, ce sont encore des zones de combat, il faut les nettoyer, il faut donc réaménager, remettre de l'ordre et surtout déminer. Pour l'instant, ce sont les militaires qui sont dedans. On a des autorités religieuses qui se sont rendues aujourd'hui et hier dans le village de Bartella, notamment Abouna Jacob, un prêtre syriaque orthodoxe que l'association aide régulièrement dans sa garderie, qui s'est rendu pour aller voir l'état de l'église et de la ville. Ça va prendre un certain temps avant que les populations puissent rentrer, et notamment, il va falloir d'abord qu'ils aient la sécurité pour rentrer. La première, par exemple, demande de Monseigneur Petros Mouché, l'évêque syriaque catholique de Karakosh, c'est la sécurité pour ces gens. Tant que Mossoul ne tombera pas, les chrétiens ne retourneront pas à Karakosh, par exemple. Pourquoi ? C'est simple, Karakosh est à portée de tir de Mossoul. Donc les djihadistes pourront toujours tirer sur les populations qui se réinstallent dans les villages. Merci pour vos questions. Je le rappelle quand même qu'on est en direct avec Tanguy Roublin qui est
responsable adjoint de la mission Irak et qu'on répond à toutes les questions sur la libération de la plaine de Ninive. La question suivante, c'est comment se passe la coopération sur la ligne de front entre les forces kurdes irakiennes et les autres forces de la coalition? Alors, de ce que j'ai pu voir hier notamment, c'est une collaboration qui est fructueuse, justement assez impressionnante et un grand signe pour l'avenir de l'Irak, enfin pour l'avenir de ces différentes populations, et oui pour l'avenir de l'Irak. Le président du gouvernement régional du Kurdistan, Massoud Barzani, l'a très bien dit dans son discours la semaine dernière. Le lendemain de l'offensive, il s'est rendu sur la ligne de front et a dit c'est un symbole très fort de voir les Peshmerga, donc les combattants kurdes, et les forces irakiennes, ainsi que la coalition, agir ensemble dans un même but. Aujourd'hui, les différents accords qui ont été passés sont respectés. L'accord devait se dérouler de la manière suivante. Les Peshmerga devaient avancer jusqu'à un certain point et ensuite c'était l'armée irakienne qui prenait le relais. Les Peshmerga étant toujours là en soutien en cas de nécessité. Et c'est exactement ce qui s'est passé, ce qui se passe depuis une semaine. J'ai pu le constater moi-même hier, à Beth Naya, directement sur place. Le général kurde était en train de diriger les frappes de la coalition directement pendant que c'était des forces irakiennes qui attaquaient le village. Il y a une question de Jocelyne qui nous demande comment ça se passe au niveau nourriture et eau sur place pour l'approvisionnement. Alors, sur place, directement à Erbil, ça dépend en fait de la population à laquelle on fait face. Vous avez deux types de populations. Vous avez des réfugiés dans les camps, donc qui ont un accès, je dirais, facile à l'aide humanitaire internationale, et vous avez une population nombreuse qui, elle, est réfugiée, loue des appartements dans les villes. Ces populations-là ont plus de difficultés pour accéder à l'aide humanitaire. Pourquoi? Parce qu'il faut se déplacer, donc payer une somme pour pouvoir se déplacer à l'extérieur d'Ankawa pour pouvoir aller chercher la nourriture qui est mise à disposition. Enfin, les coupons qui sont mis à disposition. Concernant l'eau, non, il n'y a pas de difficulté d'accès à l'eau au Kurdistan aujourd'hui. Super. Il y a peut-être des gens qui n'étaient pas là au début de la vidéo qui se demandent quels sont, au milieu des rumeurs, des informations, des démentis, quels sont les villages chrétiens qui sont aujourd'hui libérés, et sur les autres, quelles incertitudes on a? Alors, donc, comme je disais au début, le seul village chrétien dont on est certain qu'aujourd'hui il soit libéré, c'est le village chrétien de Bartella. Ce village chrétien se situe à l'est de Mossoul, dans le district d'Hamdania. Le village a été libéré hier par les forces de libération, et le père Jacob, donc le prêtre syriaque orthodoxe, s'est rendu directement sur place immédiatement après pour pouvoir redresser le crucifix et faire sonner la cloche de l'église. On a de l'incertitude concernant d'autres villages, donc notamment les villages de Bachira et de Karamles, qui sont aujourd'hui encore sous le coup d'attaque. Le village de Karamles, où j'étais hier à proximité, était la cible de bombardement et d'assaut, mais dans la périphérie, pas à l'intérieur. Donc pour l'instant, on ne sait pas encore quand est-ce que les forces vont aller de l'avant, vont attaquer directement dans le village. Concernant le village de Bachira, à première vue des informations qu'on a pu avoir ce matin en s'approchant de la zone, c'est qu'il est aujourd'hui assiégé par les forces irakiennes, et on devrait prochainement assister à une attaque directe sur le village pour sa libération. Concernant Karakosh, aujourd'hui une partie de la ville a été reprise. Néanmoins, il y a encore de nombreux combats. On estime à une présence de 200 djihadistes encore dans les rues, notamment des snipers. On assiste à des attaques des motos kamikazes, des voitures kamikazes, l'ensemble des maisons qui ont été piégées. Donc la progression est extrêmement lente et extrêmement difficile. Plus au nord, nous avons d'autres villages chrétiens, donc le village chrétien de Beth Naya, qui est actuellement sous le coup d'une attaque et n'est pas encore libéré. Plus au sud de Beth Naya, vous avez le village de Tel Kiev, dont là par contre aujourd'hui est toujours sous l'emprise de Daesh, et on attend la suite de l'offensive pour qu'il soit libéré. Merci beaucoup. Alors vous pouvez continuer à poser vos questions, on est encore en direct pendant un bon bout de temps. Il y a une question notamment sur l'avancée des forces de la coalition. Est-ce qu'il y a des pertes? Alors oui, effectivement, il y a des pertes. Après, obtenir des chiffres est assez compliqué puisque tous ne communiquent pas en même temps. On sait qu'il y a un militaire américain qui a été tué dans les opérations. On sait également qu'il y a plus de 160 blessés dans le district d'Hamdania et un peu plus de 23 morts, au dernier chiffre que j'avais obtenu. Néanmoins, des échos qu'on a pu avoir
on sait qu'il y a de nombreux blessés qui ne sont pas encore comptabilisés et on n'a pas encore tous les chiffres sur le nombre de morts. Donc c'est un chiffre qui est vraiment amené à évoluer dans le temps, notamment avec l'évolution des combats qui deviennent de plus en plus durs. On voit nettement en fait entre le début de l'offensive le 17 octobre, les forces ont avancé très vite dans les villages, on repris très rapidement. Dès le premier jour, on a 9 villages qui ont été repris de différentes minorités qui vivent en Irak. Et là aujourd'hui, on a vraiment un coup d'arrêt, on n'annonce plus de villages libérés tous les jours. Là, il y a vraiment un coup d'arrêt, c'est beaucoup plus dur. Les forces de la coalition l'annoncent elles-mêmes et disent on est ralenti par la présence des mines, l'usage des gaz également. Ce matin, notamment, je suis passé sur un axe routier où 4 roquettes avaient été tirées quelques heures avant, enfin une dizaine d'heures avant, et c'était 4 roquettes avec du gaz au chlore. Alors encore une autre question, vous pouvez d'ailleurs continuer à en poser. Alors que va-t-il arriver aux habitants qui sont restés à Mossoul en fait? Donc la situation est extrêmement dure pour eux parce que Daesh en fait essaie de les garder sur place avec eux pour les utiliser comme bouclier humain. Pour rendre en fait l'objectif c'est médiatiquement rendre la coalition inacceptable, horrible, tuant des civils. Des corridors humanitaires ont été créés et sécurisés par les forces de la coalition de manière à permettre à toutes les personnes qui souhaitent, qui ont la possibilité de fuir de Mossoul, de quitter Mossoul. Notamment un de ces corridors humanitaires se situe entre Mossoul et le village d'Al-Kosh et Shiram. En fait, vous avez tout le district, tout le diocèse d'Al-Kosh, le sud du diocèse d'Al-Kosh, qui est un corridor humanitaire d'accueil des populations. Néanmoins, l'ONU alerte de plus en plus sur la situation de ces corridors, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de moyens déployés pour permettre l'accueil des personnes qui quitteront Mossoul. Mossoul est à l'origine une ville de plus de 2 millions d'habitants. On estime aujourd'hui qu'il en reste entre 1,2 et 1,5 million directement dans la ville. Dans les scénarios les moins pires, on estime à 120 000 à 200 000 personnes qui fuiront la ville. Dans les scénarios les pires, à plus de 700 000 personnes qui fuiront la ville. Aujourd'hui, les capacités d'accueil au Kurdistan irakien et dans les camps qui ont été montés en Irak, c'est 120 000 personnes. Donc on a une grosse inquiétude sur ce sujet. Mais également se pose une autre question, celle de l'infiltration de combattants de Daesh. On a vu les 48 dernières heures une attaque massive de combattants de Daesh dans la ville de Kirkouk, au sud du Kurdistan irakien. Ça a fait plus de 128 morts, cette attaque. En fait, c'est une cellule dormante qui s'est infiltrée et qui a attaqué dans tous les sens, qui a pris des otages, qui a donné lieu à 48 heures de combat entre les forces de sécurité et les terroristes de Daesh. Donc tout un processus a été mis en place de filtrage. J'ai pu en voir un ce matin justement en construction sur cet axe qui nous menait d'Al-Kosh à Nahrawan, un autre village qui lui par contre est de minorité Kakai, une autre minorité d'Irak. Et le processus en fait sera le suivant, ils vont arriver, ils vont être pris en charge avec des besoins humanitaires immédiats, de l'eau, un peu de nourriture, une visite médicale et ensuite un contrôle d'identité. Les identités, les personnes qui ne seront pas en mesure de prouver leur identité et ou qui auront une identité qui inquiète seront mises de côté et leur traitement sera beaucoup plus long. Pour les autres, un moyen de transport est prévu à l'issue pour être transportés vers les camps de réfugiés où ils seront accueillis par l'aide humanitaire. Et alors, que va faire SOS pour aider les populations chrétiennes qui sont là pour rentrer chez eux? Alors, matériellement, que va faire SOS? Donc, tout d'abord, on est présent depuis 2 ans à leur côté, donc on commence à avoir des très gros liens avec eux. Enfin, nous avons des très gros liens avec eux. On a vu ce qu'on a pu célébrer en fait avec elles, l'annonce de l'entrée des forces irakiennes dans Karakosh, qui a été vraiment un moment intense, particulièrement pour moi qui viens depuis 2 ans ici, donc j'ai pu retrouver des amis directement et célébrer cela avec eux, et ça a été vraiment un moment de joie. Ça a commencé par une prière. Ensuite, Monseigneur Petros Mouché, rentré en urgence de Jordanie, a fait une allocution et a poursuivi la prière. Et en fait, ce qui n'était pas prévu, c'est que les familles ont commencé des groupes de musique se sont agrégés, et ont commencé à jouer de la musique, à danser et à célébrer cette entrée des forces irakiennes. Fort de cette expérience-là, de cette connexion que nous avons, nous les aiderons tout d'abord en aidant au déminage, ensuite en aidant au rétablissement de l'eau, de l'électricité, qui sont des besoins primaires immédiats, par le transport de nos infrastructures actuelles au Kurdistan irakien,
afin de déployer des écoles immédiatement prêtes à l'emploi directement sur place. Et ensuite, par l'entremise de nos volontaires, donc du nettoyage, de la reconstruction, de la réparation de fenêtres, réparation de systèmes d'eau potable, des générateurs électriques, de l'aide alimentaire, une aide au retour à l'emploi, recréer une économie en favorisant la réinstallation de petits commerces, voilà. Tout ce qui va permettre de répondre à des besoins immédiats pour leur permettre de revenir à une vie normale dans leur foyer. Ouais, non, mais parfait. Il y a une autre question de Virginie aussi qui nous demande, pour aider SOS, est-ce que tous les profils sont les bienvenus pour venir nous aider, ou alors est-ce qu'on recherche des profils spécifiques? Alors, chez SOS Chrétiens d'Orient, en fait, conformément à ces objectifs, nous cherchons à recréer un lien entre les chrétiens d'Orient et la France. Et pour cela, nous faisons des envois massifs de volontaires en permanence dans 5 pays de mission, donc l'Irak, la Jordanie, la Syrie, le Liban et ponctuellement l'Égypte. Les conditions pour partir en volontariat, c'est être majeur, être en bonne condition physique et vouloir servir la cause des chrétiens d'Orient. Tous nos volontaires qui viennent, aujourd'hui on est à plus de 600 départs en mission, tous nos volontaires qui viennent au service de la cause des chrétiens d'Orient. Donc il faut suivre le processus et avec votre motivation, votre volonté de bien faire, votre volonté d'aider, on sera en mesure d'être l'instrument qui va vous permettre de travailler directement sur place. Super. Donc je rappelle qu'on est encore en direct pendant un bon bout de temps encore et qu'on répond à toutes les questions que vous posez. D'ailleurs, il y en a une de Marie Ando qui dit que Daesh est en train de fuir, mais où est-ce qu'ils vont aller pour aller où si Mossoul se libère? Alors, ça fait déjà plusieurs mois que Daesh fuit la zone. On estime à quasiment 10 000 familles et combattants, donc pas que des combattants, mais aussi des familles des djihadistes qui ont fui vers la Syrie, notamment vers Raqqa. Aujourd'hui, on n'a pas de preuve d'une fuite massive des djihadistes vers Raqqa, parce qu'il y a des rumeurs comme quoi il y aurait un corridor qui aurait été laissé ouvert vers la Syrie pour permettre aux djihadistes d'évacuer la ville. Donc concrètement, ça, il n'y a aucune preuve qui permette d'affirmer ce type de choses. Que font-ils? Aujourd'hui, ils restent dans Mossoul et ils cherchent à retarder au maximum l'avance des forces de la coalition, où d'autres vont essayer de s'infiltrer, d'autres vont essayer de se cacher et de partir en se cachant dans la masse des réfugiés, de se faire oublier. Voilà en fait où on va les retrouver aujourd'hui. Super. Et cette ville de Mossoul est-elle bien défendue par Daesh? Est-ce qu'on a des... Alors, bien défendue, oui, elle est quand même sacrément bien, elle est plutôt bien renforcée. Donc déjà, comme on vous le dit, tout a été miné, ça on le sait. Un fossé, on sait par les renseignements, par les différentes informations qu'on peut avoir, que la ville est entourée d'un fossé qui a été creusé, qui est plein de mines. Aujourd'hui, ils ont coulé du pétrole dedans, auquel ils ont mis le feu, afin de couvrir la ville par un nuage pour empêcher les frappes de la coalition. C'est assez intéressant parce que justement, il se voit à plusieurs, à des dizaines de kilomètres, ce nuage de fumée. Puisqu'en arrivant sur Batnaya hier, j'ai pu justement voir ce nuage. Non, il fait sacrément pas beau sur Mossoul. En fait, on m'a expliqué que non, c'était des puits de pétrole en fait, qui étaient en train de brûler. Également, on est face à une agglomération fortement urbaine. Enfin, on est face à une agglomération de la taille d'une grande ville. Donc il faut vous imaginer qu'à chaque fenêtre, un ennemi peut apparaître. vous pouvez ouvrir une porte, vous prenez 4 personnes qui se suivent à la queue, la première va ouvrir la porte, la deuxième va rentrer dans la pièce, va être tuée par le djihadiste, et le troisième en fait va mourir sur un piège qui arrive derrière. Voilà. Donc ça va être une bataille qui va durer très longtemps, c'est une bataille qui va durer beaucoup de temps et qui va être extrêmement compliquée et qui va conduire à de nombreuses pertes. Alors, comme vous nous suivez en direct, et il y en a qui nous rejoignent peut-être juste à l'instant, on a une question de Cyril qui demande si l'armée française est présente en Irak. Alors, oui, l'armée française est bien présente en Irak actuellement. Elle est même des 5 puissances majeures qui soutiennent l'armée kurde et l'armée irakienne, notamment à travers l'opération Shamal, donc qui est l'opération des frappes aériennes qui partent principalement d'une base aérienne en Jordanie, ou depuis un mois, je me semble, depuis le porte-avions Charles de Gaulle, qui mouille en mer Méditerranée actuellement. La dernière semaine, la France a mené 14 frappes aériennes, par exemple.
Également, vous avez une présence massive des forces spéciales qui agissent au jour le jour aux côtés des différentes forces de la coalition. Vous avez également, il y a un mois, un détachement d'artillerie français qui est arrivé, composé de 4 canons César qui ont une portée de 40 km et qui sont dans le sud de l'Irak actuellement, du côté de Karaya, aux côtés des forces irakiennes. Merci encore. Alors, une question de Laura qui nous demande est-ce que SOS Chrétien d'Orient prend des stagiaires sous convention de stage à l'étranger? Exactement, oui. SOS prend des stagiaires sous convention de stage. Néanmoins, il y a une condition qui n'est pas de notre ressort, mais qui est celle du ministère des Affaires étrangères. En fait, certains établissements ne laissent pas partir leurs stagiaires dans des zones orange ou rouges du ministère des Affaires étrangères. Donc en fait, vous avez une carte de référence que vous pouvez trouver sur le site du centre de crise du MAE qui vous permettra de savoir si le pays où vous souhaitez vous rendre, de quelle classification il relève, donc s'il est rouge ou orange. Donc sachez bien que le Kurdistan irakien et l'Irak sont une zone rouge et une zone orange et une zone rouge. Donc par conséquent, les établissements qui relèvent de ce type de convention ne peuvent pas autoriser leurs stagiaires, enfin leurs élèves à partir en stage ici. Néanmoins, on a eu plus d'une quinzaine de stagiaires dans la mission Irak. Et Quentin pourra vous en parler. J'en suis l'exemple même. Fortement. Une question qui nous arrive aussi, qui nous dit que... pardon. C'est Karakoche est-elle totalement libérée? Donc non, Karakoche n'est pas complètement libérée. Une partie de Karakoche est libérée. Les forces irakiennes ont atteint le centre-ville aujourd'hui. Ils sont guidés en fait par des combattants chrétiens d'une milice chrétienne qui s'appelle le Ninua Plain Protection Unit. Ils ont perdu 3 personnes cet après-midi, justement sur des mines, comme dont nous parlions un peu avant. Mais on estime encore une présence de 200 djihadistes dans la ville, notamment des snipers. On assiste à des attaques de motos kamikazes, de véhicules kamikazes. Également, c'est vraiment une stratégie de harcèlement, retarder au maximum l'avancée des troupes. Mais Karakoche n'est pas libre, seulement la moitié de la ville aujourd'hui est sous contrôle des forces irakiennes. Ok. Alors encore une question sur les temps d'engagement de mission. Combien de temps durent nos missions? Alors, nous demandons à nos volontaires en période courante une présence minimum de 1 mois sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'en fait, sinon, vous n'avez pas le temps de découvrir la culture locale, de nouer des liens. Et donc, l'objectif étant de recréer un lien entre les chrétiens d'Orient et la France, par conséquent, on vous demande une telle présence. Nous avons également 2 périodes dans l'année où nous faisons des missions qui durent 2 semaines. Donc, il s'agit de 2 périodes, de 2 temps liturgiques forts qui sont Noël et Pâques. Donc, c'est surtout principalement pour montrer à nos donateurs les réalisations de l'association sur le terrain, à quoi sont utilisés leurs fonds. Donc, vous allez faire très peu d'humanitaire, mais beaucoup plus de découverte et de présence au profit, aux côtés des chrétiens d'Orient. Sachant que c'est une demande qu'ils nous font régulièrement, que les chrétiens nous font régulièrement ici. Ils nous disent souvent dans les visites que nous faisons au jour le jour dans les familles pour apporter une aide. Au-delà de l'aide matérielle, la chose la plus importante pour nous, c'est vraiment le fait que vous ayez mis de côté vos vies pendant 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an pour certains de nos volontaires, pour venir nous voir. Par exemple, l'été, beaucoup nous disent c'est impressionnant parce que vous êtes des jeunes Français ou des plus sages et d'un coup vous décidez de venir, plutôt que d'aller à la plage avec vos amis, de venir nous voir, pour ne pas nous oublier. C'était même une demande du patriarche Sako, le patriarche des Chaldéens en Irak, qui a écrit un ouvrage en français où l'intitulé immédiat était « Ne nous oubliez pas ». Enfin, le titre. On a une autre question de Jocelyne qui nous demande comment vous faites pour, face à l'horreur quotidienne, comment ressortez-vous de cette expérience? Alors c'est une question assez personnelle. Chacun la ressent assez différemment en fait. Pour ma part, ça me donne envie de m'investir encore plus dans ce que je fais aujourd'hui. Ça fait 2 ans que je viens ici, 1 mois sur 2, pour gérer la mission. Ce que je vois surtout, c'est une volonté de m'investir encore plus qu'avant. Parce que c'est mon moteur. Me dire, ces gens, ils ont besoin d'aide, on est là pour eux, et on sait à quoi on sert sur le terrain. On sait pourquoi on vient ici, et quand on les voit, on se dit, on a envie de donner encore plus. Alors une question en rapport avec
avec la libération de la plaine de Ninive et la bataille pour Mossoul, est-ce qu'il y a des chrétiens irakiens qui sont engagés et qui combattent sur le front? Alors oui, effectivement, vous avez différentes milices chrétiennes, donc c'est un terme qui est un peu... Rabat Protection Force, qui est une unité, alors je la connais pas beaucoup, mais voilà, je les ai rencontrés, donc je sais qu'ils combattent aux côtés des Kurdes, des combattants peshmerga. Également, actuellement, vous avez à Karakosh la présence du NPPU, donc le Ninua Protection Plain Protection Unit, qui en fait sont composés des anciens gardes chrétiens, donc qui sont des anciens gardes dans les villages chrétiens autrefois, qui sont aujourd'hui formés, qui ont été reformés par les Kurdes pour combattre en vue de la libération de leur village. Et en fait, ce sont ces gens-là qui aujourd'hui servent de guide aux colonnes d'infanterie irakiennes dans la ville de Karakosh. Il y a une question de Maëlys, mais qui me concerne, je pense, qui dit « Quand vas-tu te raser ?» Mais du coup, c'est pas pour demain. Dans les autres questions, on me demandait aussi, pour les milices chrétiennes, que fait SOS pour aider les personnes sur le front, que ce soit les milices chrétiennes ou les forces kurdes? Alors oui, régulièrement, l'association en fait assure des donations de nourriture ou de médicaments pour les combattants. Pourquoi nous faisons cela? Parce qu'en fait aujourd'hui ce sont ces gens-là qui ont accueilli et qui ont protégé et qui aujourd'hui libèrent leur village. Donc c'était important pour nous de montrer justement le soutien et le respect qu'on peut apporter à ces personnes. On a une question de Gérald aussi qui nous demande: peut-on avoir confiance en Erdogan pour ne pas faire tourner tout ça au vinaigre? Alors actuellement la question turque est une question assez sensible parce qu'avant l'offensive on a assisté à de violents échanges diplomatiques, on va dire ça comme ça, entre la Turquie et l'Irak. L'Irak lançant un ultimatum à la Turquie pour retirer ses troupes d'Irak. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'au nord-est de Mossoul, il y avait une base turque de 2000 personnes, de 2000 militaires turcs, qui étaient à proximité notamment du village chrétien de Bashika, donc Bashira. Il y a eu également la question des frappes turques au nord, dans le mont Kandil, sur les positions du PKK. En même temps, vous avez aussi Massoud Barzani qui, lui, par contre, demande la présence de l'armée turque, donc ce qui rend la question extrêmement complexe. Actuellement, on n'a pas d'écho d'affrontement entre la Turquie et les différents acteurs. Pour l'instant, ça a l'air de très bien se passer. Le seul écho que j'ai pu avoir, c'est des frappes militaires turques sur Mossoul. On a des questions des personnes qui nous rejoignent au fur et à mesure de ce direct. Une question de Anne-Laure qui demande où en est la libération des villages chrétiens. Donc, alors, actuellement, il y a un village chrétien qui est libre, dont on est sûr qu'il est libre, c'est officiel. Le prêtre Abouna Jacob, donc un prêtre syriaque orthodoxe que SOS aide régulièrement dans sa garderie, a été sonné la cloche et redressé le crucifix de l'église, de son église. Concernant les autres villages majeurs, chrétiens majeurs, donc Karakosh n'est pas encore libre. Karakosh n'est qu'en partiellement libre, partiellement sous contrôle, je dirais surtout des forces irakiennes. Donc ils ont atteint le centre-ville de Karakosh. Le village chrétien de Tel Kiev, lui, est encore sous le contrôle de Daesh. Batnaya, lui, subit les assauts, est en cours d'offensive. Donc toute la journée, les forces kurdes irakiennes se sont reliées pour attaquer le village, pour permettre sa libération. Bashira est en cours de siège, c'est entouré par les forces irakiennes. Karimles, les forces sont autour du village, mais il n'y a pas encore de combat à l'intérieur, seulement des frappes sur sa périphérie. Donc Bartella, voilà, le seul village chrétien aujourd'hui dont on est sûr de la libération, c'est Bartella. Alors on a aussi une autre question sur des gens qui nous suivaient et qui ont pu voir les vidéos qu'on a mis. On a assisté dans le quartier d'Ankawa à des scènes de liesse, de prière, après l'annonce de l'arrivée des troupes dans Karakosh, non pas de sa libération, mais de l'arrivée des troupes irakiennes. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Comment ça s'est... Alors en fait, en cours d'après-midi, la nouvelle a commencé à se répandre. On a même eu des personnes, des locaux qui nous disaient Karakosh est libre. Alors c'était en début de matinée, parce que nous sommes en fait arrivés dans les camps à l'issue. Les volontaires se rendaient dans les camps
pour assurer des activités avec les différentes personnes. On avait déjà l'information comme quoi Karakosh était en cours de libération. Et en fait, les couloirs étaient vides parce que tout le monde était sur son écran de télé ou sur son téléphone en train d'essayer d'avoir de l'information et de ne pas perdre une miette de cette information qui venait d'apparaître. Karakosh en cours de libération. Donc il y a eu des rumeurs comme quoi Karakosh était complètement libéré, mais ce n'était pas le cas. Mais très rapidement, ce symbole d'avoir les forces irakiennes qui rentrent dans leur ville, ça a été un événement mais tellement marquant pour eux. En fait, ils étaient dans l'attente. Ils étaient dans l'attente de ce symbole. Ils avaient besoin de ce symbole pour que l'espoir d'un jour de revenir dans leur village renaisse. Et donc c'est vraiment ce qu'on a vu le soir. Le soir, en fait, malgré les différents appels au calme des différentes autorités religieuses, ils disaient Karakosh n'est pas encore libre. On ne peut pas encore célébrer. On peut se réjouir de l'entrée des forces. On peut prier pour soutenir les combattants. On peut prier pour remercier le Seigneur de nous redonner cet espoir, de nous montrer cette lumière qui nous fait avancer, pour reprendre les termes d'un prêtre avec qui j'ai pu discuter ce soir-là. Mais on n'est pas encore dans la célébration. Et en fait, malgré cela, on avait ce millier de personnes qui se sont rassemblées à Marchmony pour une prière. Donc on a dit un chapelet précisément. Après, Monseigneur Petros Couché, l'évêque syriaque catholique donc de Karakosh, Mossoul, Kirkouk et tout le Kurdistan, est arrivé, revenu de Jordanie où il était en déplacement, a fait une allocution. Mais voilà, c'était un très beau moment à partager. Une fois que la prière était terminée, on s'attendait donc à ce que tout le monde se sépare, mais en fait non, des musiciens se sont assemblés, ont commencé à jouer de l'instrument, les prêtres ont commencé à danser avec les différentes personnes, et là ça a été des siennes de liesse générale dans Karakosh. Dans le camp d'Ankawa 2 par exemple, tous les jeunes, une grande partie des jeunes se sont rassemblés pour chanter et crier leur joie, je dirais, sur le terrain de foot que SOS Chrétien d'Orient a construit là-bas. Alors, merci beaucoup Tanguy d'avoir répondu à ces questions. On arrive à la fin un peu plus de l'avenir de direct, et on peut conclure avec une question de Damien qui nous demande très clairement que pouvez-vous nous faire pour les aider, ces chrétiens d'Orient, et pour aider SOS. Alors il y a 3 manières en fait avec nous d'aider. La première c'est par la prière, c'est ce qu'il y a de plus important. Savoir quand nous parlons avec eux dans nos rencontres tous les jours, nous leur disons, vous savez, il y a beaucoup de gens qui se mobilisent en France pour vous, qui pensent à vous et qui ne vous oublient pas et qui prient pour vous. Donc la prière est la première des aides à leur apporter, et c'est de loin la plus importante. La deuxième aide que vous pouvez apporter, c'est votre présence par le volontariat avec SOS Chrétien d'Orient. Donc pour ça, je vous invite à écrire, si vous souhaitez rejoindre les rangs des 600 départs que nous avons eus dans nos différents pays de mission. Vous pouvez écrire à l'adresse volontaire@soschrétiendorient.fr et suivre le processus de recrutement qui vous permettra donc de rejoindre l'une de nos missions. Enfin, la troisième aide, c'est le don financier qui nous permettra en fait de reconstruire ces villages et de redonner un avenir aux chrétiens d'Orient ici sur place. Écoute, super. Merci Tanguy, merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci.